Voilà, ça sera le début et la fin des méditations. Ça marquera. On va faire quelques méditations donc, dans cette deuxième partie de l'après-midi. On va essayer donc de s'entraîner dans cette première technique de méditation qu'on a vue aujourd'hui, donc qui est la méditation stabilisatrice ou méditation contemplative ou méditation en un point, on appelle ça. Et demain matin, on verra plutôt la méditation analytique. Ce sont les deux grosses catégories de méditation que l'on applique à notre niveau. Donc dans la méditation stabilisatrice, vous pouvez aussi bien prendre le souffle qu'une visualisation, suivant ce avec quoi vous êtes familier. Et le but, donc, est justement de ne pas suivre les pensées, de ne pas laisser l'esprit vagabonder et de le ramener toujours à son point d'ancrage, donc qui est soit le souffle, soit l'objet que vous avez choisi. Et faire ça donc d'une manière. Donc, on va faire des courtes sessions de 5-10 minutes, pas plus, et chaque fois donc s'entraîner, donc, en se donnant donc beaucoup de souplesse, de faire ça avec souplesse. Il ne faut pas se martyriser, là. Même si on n'y arrive pas, même s'il y a des sessions qui sont pas très bonnes, c'est pas grave. On apprend, on est dans une phase d'apprentissage, donc c'est normal que ça marche pas du premier coup. Et ça viendra donc avec le temps. Donc c'est la méditation qui est recommandée pour toutes les méditations, pour focaliser l'esprit, qui est indispensable pour des méditations même plus avancées. Donc c'est vraiment la base qu'on fait. Donc on va faire maintenant un exercice de pleine conscience, ou ce qu'on appelle une méditation contemplative, méditation d'attention. Donc on le fait comme d'habitude. On va essayer d'appliquer les quatre points principaux d'une session de méditation, c'est-à-dire on commence par calmer un peu l'esprit. Donc pour ça, on médite, on se concentre un peu sur la respiration. Ce qui est bien de faire, c'est de compter par exemple 10 cycles respiratoires, d'inspire, expire, avant de se lancer dans la méditation, avant d'attaquer la méditation proprement dite. Donc simplement, on se concentre, on prend la posture, on passe en revue les 7 points de la posture, vite fait, pour voir si on est bien en accord avec la tradition. Donc on regarde les jambes, comment elles sont, les bras, et chaque fois on ajuste si on trouve que c'est pas tout à fait ça. Le regard, la mâchoire, la langue, la tête, la colonne vertébrale. Voilà. Donc, ensuite, on essaie de compter les cycles respiratoires, en comptant une inspire et une expire pour un, et pas pour deux. Donc une fois qu'on a calmé l'esprit, on passe à la phase suivante, qui est celle de la motivation.
Et on développe une motivation altruiste pour faire cette séance de méditation, en pensant qu'on ne médite pas uniquement pour notre seul intérêt personnel, mais qu'on prend ce temps pour méditer, pour développer notre esprit, afin d'avoir plus de sagesse, plus d'affection, de bienveillance, et d'avoir plus de capacité à être bénéfique aux autres. On essaye de ressentir cette motivation. Une fois qu'on l'a verbalisée, et ensuite on passe à la méditation proprement dite. Donc là, on va commencer par focaliser notre attention sur l'entrée des narines, là où l'air entre et sort quand on respire. Si on préfère, on peut aussi se concentrer sur l'abdomen. Essayez d'être attentif aux sensations que vous ressentez donc pendant que vous inspirez, que vous expirez. Vous n'êtes pas obligé de suivre le parcours de l'air quand il voyage à travers le corps, ou quand il se répand dans l'environnement quand vous expirez. Vous placez juste votre attention sur les sensations qui sont associées à la respiration. Vous pouvez penser que vous êtes comme une gardienne ou un gardien qui observe, qui surveille. Vous observez le flux de la respiration qui entre et qui sort du corps. C'est comme si vous étiez responsable de surveiller tout ce qui se passe dans cette zone sur laquelle vous vous concentrez.
Parfois, ça peut aider aussi de mettre des mots sur la respiration. En anglais, ça va mieux. Si on dit, chaque fois qu'on inspire, on dit in, et quand on expire, on dit out. Ça évite d'utiliser des verbes. Et vous voyez qu'il est assez facile finalement de ne pas se laisser emporter par les pensées. Plus on est ancré dans la concentration, dans ce qu'on perçoit, plus c'est facile. Et plus vous êtes observateur aussi, plus c'est facile. Et lorsque vous ressentez que vous avez acquis un niveau de concentration ou de focalisation plus profond, vous pouvez détendre légèrement la concentration. Vous relâchez un peu la concentration et vous êtes plus dans l'attention. Une attention plus globale, plus spacieuse. Vous êtes moins tendu sur la concentration et vous êtes plus détendu dans l'attention. Attention à tout ce qui se passe. Et là, vous pouvez tout intégrer. Les sons, les pensées. Ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc vous sentez que votre esprit est attentif et observateur à l'égard de tout ce qui se présente, tout ce qui peut être remarqué, mais sans s'y impliquer, tout en gardant une distance. Et là, on peut ressentir une grande détente à ce moment-là. C'est comme si on était un touriste.
pouvez même observer quelles sont les tendances qui sont dans votre esprit. Est-ce que votre esprit a tendance à partir dans le passé ou dans le futur, ou à des rêveries, des projets d'avenir? Vous pouvez même regarder quels sont les types de pensées qui ont tendance à attirer votre attention. Donc on dit qu'il vaut mieux arrêter la méditation quand ça va bien que quand ça va mal. Quand ça va bien, on a envie de reprendre. Quand ça va mal, on a envie de partir. Donc quand vous vous sentez bien, vous pouvez arrêter un petit moment, faire une petite pause, courte pause, et après vous refaites une session. Et c'est comme ça qu'on acquiert de l'habitude et de l'entraînement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire on détend un petit peu les jambes, ou le dos, ou le cou, et les épaules. Et on repart avec un esprit encore plus frais, plus dispo. Donc vous avez compris le processus, hein, c'est de pleine conscience. D'abord, concentration sur le souffle, et après, détente, avec de l'attention et de la pleine conscience. Donc au début, l'esprit doit être un peu tendu sur son objet pour bien le cerner, bien le voir, la respiration par exemple. Et après, quand il est bien en phase avec la respiration, bien concentré, on détend. On prend un peu de recul et d'observation. On va faire 10 minutes. Donc focalisez votre attention à l'entrée des narines, par exemple. Vous pouvez aussi compter les cycles respiratoires, si ça vous aide, ou compter ou verbaliser in and out. Vous pouvez aussi, s'il y a une pensée, vous pouvez dire pensée. S'il y a une sensation, vous pouvez dire sensation. Donc vous utilisez la concentration, la respiration pour arrimer la concentration. Donc votre concentration doit être très ferme. Hein. Vous ne lâchez pas votre objet. Vous êtes vraiment dessus. Comme si vous étiez collé à cet objet.
comme si vous le chevauchiez. De temps en temps, vous vérifiez votre posture aussi, très brièvement. Vous réajustez votre colonne vertébrale, vos épaules. Votre regard, sans perdre l'objet. Attention à ne pas vous endormir, ni à suivre les pensées. Donc, dès que vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé distraire, simplement vous en prenez note, sans être contrarié, sans être perturbé, sans juger. Et avec beaucoup de douceur, vous désengagez l'esprit de la pensée ou de la distraction. Vous le ramenez sur son objet. Lorsque vous sentez que vous avez acquis un niveau de concentration ou de focalisation plus profond, vous détendez légèrement la concentration et vous donnez plus d'importance à l'aspect attention, pleine conscience.
Ça veut dire que vous amenez votre esprit à être plus attentif, plus observateur de tout ce qui se passe. Comme s'il observait la globalité au lieu d'être trop serré. Donc là, vous pouvez vous désengager, ne pas vous identifier à ce qui se passe dans votre esprit. Simplement l'observer, comme un touriste. Vous laissez les pensées, les sensations ou autres se manifester et se dissoudre. Sans vous y impliquer. Vous êtes juste conscient. Et à un moment donné, votre esprit va partir. Vous allez perdre un peu la maîtrise de ce qui se passe. Mais vous allez regarder là où il va. Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce que c'est le passé qui l'attire? Est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est le présent? Est-ce que c'est des projets, des souvenirs? Quel type de pensée? Et ainsi, vous pouvez remarquer quelles sont les émotions perturbatrices, les perturbations mentales qui ont plus d'importance dans votre vie. Celles qui jouent un rôle plus prépondérant. Et vous évitez de les suivre. Et pour terminer, donc on va dédier cette énergie positive qu'on vient de créer ensemble en priant ou en espérant que tout au long de la journée, on puisse être attentif comme ça à tout ce qui se passe. Non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans notre environnement. Et que la méditation nous aide à être plus bénéfique aux autres. Donc on dédie cette énergie, cette pratique, cette activité qu'on vient de faire dans ce sens-là. Pour qu'à long terme, cette énergie puisse apporter plus de bienfaits, plus de paix, plus de bien-être pour nous et pour les autres.
Oui, ça arrive, ça les fourmis dans les jambes. Oui. C'est peut-être que ton coussin, tu es mal positionné sur ton coussin. Peut-être qu'il est trop dur. Ça, peut-être changer de coussin, prendre un coussin plus mou. Ou simplement détendre les jambes. Parfois, ça fait ça. Pas toujours, mais c'est vrai que parfois, ça peut arriver. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la technique ou par rapport à ce qui se passe? C'est des choses que vous voulez partager? Ouais. Oui. Oui, pardon, je me posais la question. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les différentes consciences de quand on est en train de méditer? Donc on focalise notre attention et en même temps on perçoit les sons, en même temps on perçoit son corps, en même temps on a la mémoire, on a des tas de choses. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plans différents. Oui. C'est ça, oui. Donc l'exercice, c'est de maintenir donc juste notre attention, même si toutes les choses bougent. C'est ça, oui, c'est ça, sans suivre toutes ces choses qui bougent autour, en n'étant pas perturbé par ça, mais en les observant, en prenant note, mais sans qu'elles vous affectent, sans qu'elles vous dérangent. C'est pas les refouler, hein, comme on disait ce matin, c'est simplement en être témoin, hein, en être observateur, tout en sachant que ces choses-là, finalement, ne nous regardent pas trop, quoi, en fait, elles ne nous concernent pas. Sauf si ce sont des pensées récurrentes qui nous dérangent. Alors là, ça vaut le coup, comme je disais ce matin, de les regarder. Mais si c'est simplement des choses qui apparaissent et qui disparaissent, aussi bien dans notre environnement extérieur que dans notre environnement intérieur, il faut les laisser apparaître et disparaître. C'est la vie, quoi. C'est vivant. Hein, c'est un organisme vivant et c'est tout à fait normal, quoi. Faut pas, voilà, il faut simplement. C'est un peu la pratique de ce genre de méditation, c'est d'être vraiment un observateur un peu distant, quoi, de tout ce qui a lieu, mais sans perdre son objet de concentration. D'accord. Et pour la partie, on va dire locutive, le blabla mental, est-ce qu'on se récite, enfin, parce que moi, si je sais que sinon ça discute. Oui, ça discute beaucoup. Oui. Ouais, de se refocaliser sur l'objectif, bien le souffle, comme là, in, out, etc. Ouais. Ouais, toujours. C'est ton point d'ancrage. Hein. C'est vrai que, bon, après, la méditation, c'est aussi une manière de gérer le bruit extérieur et intérieur aussi. C'est comme tu dis, ça discute beaucoup. Mais bon, c'est un bavardage finalement qui n'est pas très intéressant, souvent. Et ça fait partie, justement, de cette créativité de l'esprit, d'avoir envie de discuter, parce que, bon, c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Et en faisant ça aussi, on s'intéresse de moins en moins à ce genre de choses. Et après, même les bruits extérieurs ne nous dérangent pas, quoi. On traite les bruits extérieurs. Il y a toujours des bruits extérieurs quand on médite. Hein. On ne peut pas demander au monde de s'arrêter parce qu'on est en train de méditer. Donc il y aura forcément des chasses d'eau, je ne sais pas quoi, des bruits, quelqu'un qui va se lever, quelqu'un qui va marcher. Et alors, quoi. Voilà. Donc on apprend à avoir un esprit plus vaste. Parce que le danger de la concentration, si on est trop concentré, on risque vraiment de se tendre sur son objet et de rien supporter, quoi. De devenir hyper, sensible à la moindre chose. Et ça, c'est pas bon aussi. Hein. C'est qu'on va vers quelque chose qui va créer plus de tension que de détente. Hein. Donc il faut essayer de trouver cet équilibre entre tension et détente. Trop de détente, c'est pas bon non plus, parce que bon, on se concentre plus là. Hein. On laisse passer, on n'a rien, c'est bien, tout va bien. Bon, c'est pas vraiment de la méditation, ça. Hein. On pourrait très bien faire autre chose, faire du vélo, ce qu'on veut. Il faut pas être trop tendu non plus, quoi. Trop tendu sur son objet. C'est un équilibre à trouver entre les deux. C'est comme on dit dans les textes, c'est comme une corde de guitare. Hein. Pour que la note soit juste, il faut que la tension soit bonne. Si c'est trop détendu, c'est faux. Si c'est trop tendu, c'est faux aussi. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc il faut essayer d'arriver, ça se fait tout seul. Hein. La concentration est très tendue au début, et après, on relâche. Et on a une vision un peu plus panoramique, hein, plus vaste, de tout ce qui est autour, sans que ça nous dérange, et sans perdre l'objet de méditation.
Voilà, c'est un peu, un peu la technique, quoi, disons, qu'il faut adopter, sans être dérangé par quoi que ce soit. Mais il peut arriver que, suivant ce qu'on vit, hein, il y ait des pensées plus dérangeantes que d'autres. Et les ignorer, on peut. Il y a deux techniques. Hein. Soit on les ignore, et on dit oh, c'est comme des nuages dans le ciel, notre esprit est pur, lumineux, très bien. Ça va peut-être passer, mais ça va peut-être revenir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein. Donc là, il faut peut-être regarder quelles sont les causes et conditions, qu'est-ce qui nous perturbe, qu'est-ce qui nous dérange, et gérer le problème, quoi, pour que ça ne nous dérange plus. Donc c'est comme si quelque chose venait frapper à notre porte, hein, à ce moment-là, s'il y a les pensées récurrentes, et nous dire hey, oh, occupe-toi de moi un peu. Hein. Ça me fait penser à si on a un enfant en bas âge qui pleure, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse pleurer ou on s'occupe de lui? Hein? Vous allez le laisser pleurer, bon, ça va. S'il pleure, c'est qu'il y a une raison, peut-être. Hein? Ou alors, est-ce qu'il pleure tout seul, comme ça, sans raison? Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'il fait un petit caprice, comme ça, puis ça va lui passer? Ou s'il y a vraiment quelque chose de plus profond? Donc, s'il y a quelque chose de plus profond, soit vous dites, attends, on va voir plus tard, ça ne va pas résoudre le problème. Si c'est plus important, il vaut mieux le résoudre tout de suite, quoi. C'est un peu... notre esprit est un peu comme ça, comme un enfant. Parfois, il pleure, et soit il faut le laisser pleurer, parfois, puis parfois, il faut s'en occuper. C'est à nous de voir. Il n'y a pas de règle, hein. C'est à chacun de sentir ça. Voilà. Autre chose sur Zoom? Les Zoomers. Oh, Madame, vous pouvez parler. Poésie, Madame Poésie, vous pouvez parler, juste ouvrez votre micro. Oui, nous vous entendons, vous pouvez parler. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, pardon. Est-ce qu'on peut avoir des images qui ne semblent pas nous concerner? Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu des vélos et des cailloux. Des cailloux de toutes les couleurs et des vélos. Et alors, oui, très bien. On peut avoir toutes sortes d'images. Ces images... Je n'ai pas trouvé le point qui me concernait. Non, bien sûr. Ces images mentales traversent notre esprit comme des nuages, un peu dans le ciel, comme des... Voilà. C'est drôle. Non, mais c'est pas important. Hein. On a toutes sortes d'images mentales qui nous traversent. Quand on est dans un état de méditation où on est un peu entre deux, comme ça, il peut y avoir un passage, justement, où il y a des images qui viennent Non, c'est tout à fait. Moi, ce qui me vient souvent, c'est des lieux où je suis passé, que j'ai pas du tout remarqué quand j'étais dans ces lieux. Et puis, quand j'entre dans un état pseudo-méditatif, on va dire, hop, je me retrouve dans un lieu, enfin, je m'y retrouve pas, je fais pas des voyages. Hein. Il me revient à l'esprit un lieu dans lequel j'ai été, ou un endroit où je suis passé. Parfois, c'est très anodin. C'est des lieux qui n'ont pas vraiment de grande importance, mais qui ont quelque part imprimé ma conscience, sans que je m'en rende compte à l'époque où j'y étais, par exemple. Hein. Donc, ça peut être un souvenir, mais un souvenir très imagé, pas forcément c'est une impression sous forme d'image, une image mentale qui est dans moi. Pourquoi ça me fait ça à moi? J'en sais rien. À d'autres personnes, ça leur fera autre chose, je ne sais pas. Ça dépend des individus. Mais j'ai remarqué, pour moi, c'est ce qui se passe. Chaque fois, pas chaque fois, mais souvent quand j'essaie de me concentrer, il va y avoir un paysage qui apparaît. Paysage mental. Attends, tu veux bien attendre le micro? Tout le monde en profite. Allô? Oui. C'est sur Zoom. D'accord. J'aurais une question. Je voulais savoir en fait le nom de l'application qu'on peut avoir sur le mobile pour rythmer le temps de méditation. Ah oui, il y a des applications effectivement où il y a des bols chantants, toutes sortes de bols. Comment ça s'appelle? Attends, je sais pas si j'en ai peut-être une ici. Non, je l'ai pas. Je l'ai eu à une époque, je crois, mais je l'ai plus. Faut regarder sur Internet. Oui, il y a
Il y a des minuteurs comme ça. Parce que moi j'ai cherché, j'ai trouvé, mais c'est des bols chantants. Oui, c'est des bols, moi aussi, c'est ça. Mais on peut justement les faire teinter à des moments voulus. Ce qui vous évite c'est ça le problème, c'est que les bols là ils chantent en permanence. Mais moi ce que je voulais. S'ils chantent en permanence, c'est embêtant. Voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça s'appelle Insight Timer. Oh là. Insight, I-N, Sight, comme on l'a vu, S-I-G-H-T, Timer. C'est un minuteur, donc I-N-S-I-G-H-T et Timer, T-I-M-E-R. Timer, avec un R. Okay. Ouais. Et le premier c'était quoi? Insight. Ah oui, Insight, c'est bon. Insight. LSD. Pénétration, la vision pénétrante. Bon, mais je t'en remercie, Christian. Avec plaisir. Oui, vas-y. Donc, moi, c'était la question, quand on est concentré sur l'objet, que l'objet a une certaine couleur, comme il est jaune très doré. Sur quel objet, par exemple, Par tu te exemple, concentres si on... Le Bouddha? Oui, Ouais. par exemple. Qui est doré, oui. Donc, il est de couleur jaune et dorée, Mhm. et que malencontreusement, ou peut-être que c'est normal, il devient blanc. Donc, il ne faut pas rester borné sur une couleur, je pense, Non. mais qu'il faut laisser... Sinon, ça va t'énerver. Oui. Ça va te dire, mais pourquoi il devient blanc? Et tu vas te poser des questions et tu perds ta concentration. Là. Tu vas partir dans des... Donc, tu le laisses devenir blanc. on laisse devenir Tu le laisses blanc. Il va peut-être redevenir doré C'est tout à l'heure. sa nature de devenir blanc. Pas forcément sa nature. Il devient comme ça parce que ton esprit peut être à ce moment-là moins concentré sur le doré. Je ne sais pas, il se passe quelque chose. Et après, il peut redevenir doré. Tu sais pas. Tu le laisses faire. Tu le laisses faire. Tout ce qui apparaît, c'est bon. Il ne faut pas rester buté. Non, surtout pas. Mais, Non. Et si après l'objet, on va dire, se transforme ou prend la forme, il peut pas prendre la forme, mais se transforme par exemple en sentiment ou en émotion. Si c'est une émotion qui est associée au Bouddha, par exemple de compassion, d'amour, tu laisses, mais tu te concentres pas trop dessus quand même. Ton objet, c'est pas la compassion ou l'amour. Ton objet, c'est le Bouddha. Ton image visuelle, mentale. Hein, ton image mentale, ton objet de concentration, c'est l'image mentale du Bouddha. C'est-à-dire que tu essayes de ressentir la présence du Bouddha, en fait. On reste dans une observation, en fait. Ouais, tu ressens la présence du Bouddha. Même si c'est ça qui... simplement vous ressentez la présence du Bouddha pendant votre méditation, c'est très très bien. Hein. Et après, quelle que soit la forme que ça prend, peu importe. Ça peut prendre une forme dorée, c'est mieux. Si elle devient blanche, elle devient blanche. Et puis voilà, quoi. Si vous voyez que la tête, vous voyez que la tête. Si vous voyez que les mains, peu importe. Ce que vous restez là. Mais vous gardez toujours quand même cette concentration sur cette représentation mentale du Bouddha. Après, comme on ne contrôle pas tout, on ne peut pas savoir comment ça va se manifester. Mais bon, faut être très souple au début. Il faut se contenter vraiment au début de ce qui apparaît. Et si rien n'apparaît, c'est pas grave non plus. Simplement ressentir la présence. Imaginez que le Bouddha, par exemple, si c'est le Bouddha qui vous inspire, est présent en face de vous. Si c'est la Vierge Marie est présente devant vous et irradiante de lumière, je ne sais pas. Après, vous restez simplement. Il ne s'agit pas de partir non plus trop dans des visualisations trop élaborées où alors on pourrait se perdre dans les détails. Et, c'est pas avec. Mais il y a une partie d'imaginaire qui joue quand même, je pense. On doit rester souple en fait, et flexible, et accepter. C'est ça le secret de la méditation. Ouais. Merci beaucoup. C'est rester souple et flexible. Tout à fait. C'est comme ça que vous gérerez les problèmes qui peuvent surgir. Oui. Encore un petit complément. C'est pas, on n'entend pas. Il faut que ce soit lumière verte. Obligatoirement. Un complément sur toujours l'objet de méditation, parce que c'est un peu confus dans mon cerveau, dans le sens où des fois j'ai l'impression que vous parlez de l'objet en tant qu'intention, thème par exemple, moi c'était la souffrance et la souffrance. Non, quand on parle d'objet, c'est pas ça, dans ce cas-là. Voilà, d'amis qui sont en souffrance. Parce que tout à l'heure, j'avais compris que l'objet, c'était plutôt, entre guillemets, une thématique. Et puis là, dans l'objet de méditation, vous parlez beaucoup de la représentation mentale de Bouddha. C'est pas la même méditation.
C'est pas le même Même type de définition méditation de l'objet. Non, Ah exactement. d'accord. Suivant les contextes, le mot objet a des sens très différents. En français, oui. D'accord. J'ai du mal à comprendre. Le mot objet peut devenir un sujet de méditation. Voilà. Il est soit un sujet, C'est le français qui veut ça. ou soit la représentation mentale de Bouddha, parfois. C'est-à-dire, quand je dis objet, on voudrait dire l'objet de concentration. L'objet de... Ah oui, des fois c'est l'objet de méditation, des fois c'est Pareil. l'objet de concentration. Pareil. L'objet de concentration, l'objet de méditation, c'est pareil. Et donc c'est l'image de Bouddha. Dans les méditations qu'on vient de faire, c'est une image, c'est une représentation mentale du Bouddha ou sur la respiration. Notre objet de concentration, c'est la respiration. Ou notre objet de concentration, c'est l'image du Bouddha. On n'a pas abordé les méditations analytiques où on prend comme objet de méditation un sujet, un thème encore. On le fera demain. Là, toutes les méditations qu'on a vues, c'est des objets mentaux qui ne sont pas des thèmes de réflexion. D'accord ? C'est un objet de méditation. Un objet de référence, peut-être, on pourrait appeler ça. Tout à l'heure, quand vous disiez la représentation mentale de Bouddha, c'est parce que là, vous aviez choisi de nous donner cet exemple qu'on pouvait suivre. Exactement. Voilà, c'était qu'un exemple. C'était qu'un exemple. Pas une définition Non, de l'objet. non, c'est ça, c'est un exemple. On peut prendre ça comme objet de concentration. Oui. Il y a des traditions, on est dans une tradition bouddhiste, donc on prend le Bouddha. Parce que dans la tradition bouddhiste, on dit que se concentrer sur le Bouddha, c'est déjà c'est un support de qualité incroyable. C'est comme si notre esprit, quand il se concentre sur quelque chose, il s'associe à cette chose-là. Donc si on s'associe au Bouddha, c'est comme si quand on est concentré sur le Bouddha, on prenait en même temps les mêmes qualités que le Bouddha. Si vous vous concentrez sur une pierre, vous allez prendre les qualités. Votre esprit, il prend les qualités de la pierre. Si vous vous concentrez sur une aiguille très fine, votre esprit va devenir très très fin. Il va prendre les qualités de cette aiguille, par exemple. Donc, se concentrer sur le Bouddha, ça veut dire, en fait, finalement, ne faire qu'un avec le Bouddha. Et voilà. C'est un exemple de... Donc, l'objet de concentration, ça peut être aussi choisir juste une couleur et la laisser évoluer. Non. Oui, vous pouvez vous concentrer sur une couleur, enfin, éventuellement. C'est pas tellement recommandé dans la tradition bouddhiste, forcément. Mais pourquoi pas ? Vous pouvez vous concentrer sur une couleur. Là, on ne se concentre pas sur une couleur. On a pris comme objet de concentration soit le souffle, soit le Bouddha. Mais vous pouvez très bien vous concentrer sur une couleur. Ça sera votre objet. Bon, se concentrer sur une couleur, ça va être vite limité. Vous allez rester dans cette couleur. Bon, oui, mais vous allez perdre votre objet à ce moment-là. Si vous vous concentrez sur le bleu et que ça devient rouge, ça sera plus, ça sera autre chose. Ce sera une autre couleur. Là, quand on parlait dans ton exemple, tu ne te concentrais pas sur une couleur, tu te concentrais sur l'image du Bouddha. Là, il peut prendre différentes couleurs éventuellement. Tu ne décides pas. Parce qu'après, s'il change de couleur, après, c'est une obstination de le de vouloir le voir doré. Il ne s'agit pas de s'obstiner à tout. Au début, il faut vraiment se concentrer sur ce qui apparaît. Mais on peut se concentrer finalement sur toutes sortes d'objets, bien sûr. Mais après, il y a des objets qui sont plus bénéfiques que d'autres. C'est pour ça qu'on prend l'image du Bouddha, parce que dans la tradition bouddhiste, c'est l'image la plus bénéfique pour l'esprit qu'il puisse y avoir, de s'identifier au Bouddha, en fait, de prendre ça comme support de méditation, parce que déjà, la forme d'un Bouddha, elle est parfaite. Donc votre esprit devient parfait en visualisant la forme d'un Bouddha. En plus, la forme d'un Bouddha, elle émane naturellement de la lumière. Donc votre esprit devient plus lumineux. La forme d'un Bouddha, on dit qu'elle est dotée dans les textes de nombreuses marques majeures et mineures. Donc toutes ces qualités du corps d'un Bouddha, elles ne sont pas venues par hasard. C'est que le Bouddha a créé des causes pour qu'elles apparaissent. Donc en même temps, vous vous identifiez aux causes qui ont donné naissance à un Bouddha. Il y a tout ça qui joue au niveau subconscient, en fait. Donc et puis c'est une posture en plus. Il est dans une posture très stable. Il est en parfaite asana de Vajra, position de Vajra, les jambes comme il faudrait les avoir, la main qui touche la terre, parfaitement stable, parfaitement concentré, le regard. Voilà, c'est l'image parfaite qu'on puisse avoir. Il n'y a pas plus parfait que l'image d'un Bouddha. Donc c'est pour ça que c'est recommandé. Mais voilà. Objet qui me trompe parce que
définition. Oui, voilà. En français, le mot objet a plein de définitions. Ça peut être un objet matériel, ça peut être un objet mental, ça peut être un objet physique, ça peut être un objet visuel. Un objet veut dire tout ce qui n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est votre esprit, c'est votre conscience. Et l'objet, c'est ce qui est en dehors, c'est ce que vous observez. Vous êtes l'observatrice, et l'objet, c'est ce que vous observez. Mais là, on n'a pas pris d'objet analytique, de thème. On n'a pas fait ça. On le fera demain. Ouais. Donc ça, c'est la méditation pour développer la concentration, qui est indispensable, j'insiste. Et donc, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer dans cette méditation? Donc, les deux problèmes principaux, le premier, c'est la distraction. Quand on médite, quand on fait ce genre de méditation, c'est la distraction. C'est le plus gros problème. C'est-à-dire que c'est ce qui nous empêche de rester concentré sur l'objet. Notre esprit est constamment distrait par maintes pensées. Vous en avez pu vous en apercevoir. Et ça, c'est tout à fait normal. Si vous êtes, chaque fois qu'on essaye de méditer, eh bien, on est perturbé par des pensées. Notre esprit est distrait de son objet de méditation par d'autres objets qui interviennent dans l'esprit. Quel que soit l'objet de méditation qu'on prenne, d'ailleurs. On n'arrive pas à garder l'esprit concentré sur un seul objet. Et il veut toujours partir ailleurs. Il peut être attiré par des pensées, il peut être attiré par des sons, il peut être attiré par des sensations, par plein de choses. Par ce qui se passe dans le corps. Et ça, c'est donc, je vous dis encore, c'est tout à fait normal. Donc si ça arrive, ne vous sentez pas triste, déprimé, pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, que ça ne fonctionne pas bien, c'est tout à fait normal. Une fois, je me disais, un cours de méditation, il y a quelqu'un qui était venu me voir, il me dit je n'arrive pas à méditer, mon esprit part dans tous les sens, c'est impossible de me concentrer sur un objet. Je vois tous ces gens qui sont bien concentrés, tous les autres, ils ont l'air parfaitement concentrés, dans une position parfaite, et moi, ça part dans tous les sens. Je lui dis, écoute, tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, tu sais pas à quoi ils pensent, peut-être ils ont l'air bien concentrés comme ça, mais dans leur esprit, c'est sûrement comme dans le tien, ça navigue aussi, ça part dans tous les sens. Donc, il faut pas se sous-estimer en... Une chose très importante en méditation aussi, ne jamais se juger par rapport aux autres. On ne sait pas ce qui se passe. Quand on voit quelqu'un méditer, même s'il a l'air d'avoir une bonne posture et parfaite, tout ça, on ne sait pas ce qui se passe dans son esprit. Peut-être qu'il pense à la pizza qu'il va manger ce soir, ou... bon, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe quand notre esprit part dans tous les sens, comme ça qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Il faut se lever, il faut partir, il faut quitter la pièce, il faut dire, allez, j'arrête tôt. Ouais. Il faut retourner à la respiration. C'est ça, à son objet de méditation. Il faut revenir sans cesse sur l'objet et ne jamais se décourager, ne jamais se sentir nul. Faut bien que vous sachiez une chose, c'est pouvoir rester concentré sur un objet pendant ne serait-ce qu'une minute, c'est déjà un bon niveau, C'est déjà un bon niveau. Ça veut dire que déjà, si pendant une minute, vous restez concentré sur votre objet sans le quitter, sans qu'il n'y ait rien qui vous perturbe, c'est bien. Vous êtes pas mal. Donc, voilà. Quoi? Quel stade de Chiné? Je ne sais pas. Ça va être peut-être le deuxième, on va dire. Dans Chiné, comme ça, dans la calme mentale, il y a plusieurs stades où on arrive à se concentrer de plus en plus longtemps et fermement sur l'objet. Donc au début, on n'y arrive pas, finalement. Ça circule sans arrêt. On a même l'impression d'avoir plus de pensées que d'habitude, parce qu'avant, on ne les remarquait pas. Alors bon, mais là, tout d'un coup, on les remarque, on se dit, waouh, tout ça, tout ce qui arrive, là, c'est incroyable. Donc on a l'impression que plus on médite, plus on a de pensées. En fait, c'est faux. C'est parce que là, vous les regardez, vous les voyez passer, vous les voyez circuler. Donc ça vous occupe. Et il y a un deuxième stade où on a de moins en moins de pensées. Et plus on va évoluer dans les stades, comme ça, jusqu'au 9e stade, moins on aura de pensées. Moins les pensées, ou en tout cas, vont vous perturber. Et on arrivera à rester plus concentré sur l'objet.
Donc plus on avance dans les stades, plus on peut rester longtemps concentré sur son objet. Lorsqu'on arrive au calme mental, on peut rester concentré 24 heures sur 24 sur l'objet. Il n'y a plus de distraction qui vous dérange. Vous êtes complètement concentré sur votre... Sans qu'il y ait de tension. C'est ça qui est beau quand même. Parce que là, il faut quand même une certaine tension pour se concentrer. Là, il n'y a plus de tension. C'est un relâchement total. Et votre corps et votre esprit sont complètement souples et malléables. Et vous faites ce que vous voulez de votre esprit. Vous l'amenez sur l'objet de concentration. Il y reste. Il ne part pas. Il y reste. Vous voyez que si vous arrivez à ça, c'est formidable. Mais on n'en est pas là. Hein. On ne peut pas penser... Mais voilà à quoi on peut arriver, disons, avec l'esprit. Hein. Voilà à quoi on peut arriver. Et il suffit de s'entraîner. Il suffit de faire ses gammes. Donc quand il y a un problème, effectivement, comme ça, quand il y a de la distraction, chaque fois que l'esprit vagabonde, il faut le ramener sur son objet de méditation. Il faut en prendre note, il faut le remarquer qu'on est parti un peu en vagabondage et le ramener. En fait, l'esprit doit être comme un espion, en fait, quand on médite comme ça. Il doit être comme un surveillant, hein, mais plus vraiment, il surveille en même temps. L'esprit surveille l'esprit et il surveille l'objet en même temps. Il surveille s'il est bien posé sur il y a une partie de l'esprit qui médite, hein, qui reste concentrée sur l'objet, et il y a une partie de l'esprit qui surveille ce qui se passe. Hein. Si l'esprit n'est pas en train de partir. Et ça, ça se fait très bien. C'est comme un muscle aussi qu'on habitue à replacer, à entraîner comme ça. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est juste repenser. C'est une fonction de la mémoire, en fait. Hein. C'est simplement, on a tous la mémoire. Hein. Et c'est une fonction de la mémoire de pouvoir replacer le sujet, l'esprit, sur l'objet. Hein. C'est une fonction de notre mémoire. Dès qu'on se souvient de notre objet, dès qu'on se rappelle, c'est du rappel, en fait. Dès qu'on se rappelle l'objet de méditation, ben, ça veut dire qu'on y est dessus, en fait. Ça veut dire alors qu'avant, on n'était pas dedans. Mais dès qu'on a ce rappel, automatiquement, l'esprit se replace dessus. Il n'y a pas un temps de décalage. Hein. Dès qu'il y a un rappel, l'esprit est dedans. Et voilà, donc c'est assez simple, c'est assez naturel, quoi, on va dire. Et voilà. Donc c'est le problème principal, donc, disons, le problème principal de la méditation, c'est la distraction. Et l'autre problème, le deuxième problème, c'est la somnolence, on va dire. Une espèce de somnolence où l'esprit, dans le premier cas, il est agité, donc il est distrait. Ça, c'est plutôt comme ça qu'il est. Et quand on débute, c'est plutôt ces problèmes qu'on a, parce que la méditation, c'est quelque chose de nouveau, donc on a quand même tendance à aimer ça. Hein. On veut faire, voilà, on est un peu actif dans l'histoire, donc on est distrait, on a beaucoup d'agitation. Au bout d'un moment, c'est l'inverse qui se passe. L'esprit commence à comprendre ce que c'est que la méditation, et il commence à être un peu plus endormi, quoi, à être moins ferme. Et donc là, on tombe dans un autre travers, c'est de s'endormir, c'est de s'ennuyer. Hein. On commence à dire, cette méditation, finalement, c'est pas si drôle que ça. Ce que j'essaye de faire là, c'est compliqué. Et puis on se laisse un peu aller, quoi. On se laisse aller. Dans un cas, on est trop tendu. Et dans un autre cas, on est un peu détendu. On n'est pas complètement déprimé, mais on est un peu détendu et on a tendance à laisser faire, quoi, à partir dans le sommeil, un peu, dans une douce rêverie. On est dans un temps un peu cotonneux, comme ça. C'est pas désagréable. Hein. C'est plutôt bien, même. On est, par rapport à, voilà, on est bien. Voilà. Mais il se passe rien. En fait, on n'est pas en train de méditer, on n'est pas en train de se concentrer. On a complètement perdu l'objet. Et ce qui est pire, on ne s'en rend même pas compte. Hein. Parce que, voilà, on est bien. Voilà. Donc on ne se rend même pas compte qu'on a perdu l'objet et on reste tranquille dans cet état-là. Donc à ce moment-là, c'est pareil, il faut raviver l'esprit. Il faut lui donner un petit tour de clé pour le rehausser. Et ça, pareil, il faut observer dans quel état est dans l'esprit. S'il est trop tendu, s'il n'est pas assez tendu. Et s'il n'est pas assez tendu, il faut le tendre. Comment on va faire pour le tendre? Hein?
Ouais, mais la respiration, on peut s'endormir hein, aussi en respirant. On ouvre le regard, c'est pas mal, ça, on essaye, oui. On redresse la tête. La position physique, qui est pour beaucoup, on redresse la colonne vertébrale. On peut à ce moment-là remonter un peu les épaules. Hein. Le corps va aider, effectivement. Le regard va aider, le corps va aider. On ouvre un peu plus les yeux, on laisse rentrer plus de lumière. On essaye de se dynamiser un petit peu. Ça, c'est avec le corps hein, ou avec le regard. Ouais. Et donc ça peut marcher. Et on reprend son objet de méditation. Mais si ça ne marche pas, si on a beau... parce que ça arrive, hein, on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne marche pas. On a sommeil. Et ça, c'est normal, je veux dire aussi, parce que quand on médite aussi, on a des moments où si on médite l'après-midi après le repas, je vous garantis que vous allez tomber dans cet état-là, hein, surtout s'il fait 40 degrés hein, dehors, on est plein été. Donc, vous allez y passer. Et, bon, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, c'est un état qui va être là pendant un certain temps, qui va peut-être durer 5 minutes, 10 minutes. OK. Et ça va passer. Hein, ça va passer. Il faut pas aller se coucher, quoi. Il faut pas aller dire, bon, allez, je vais faire une petite sieste et puis on verra plus tard. Non, vous restez concentré. Vous restez, pas concentré, mais vous restez sur le coussin et vous attendez que ça passe. Et ça finira par passer. Donc ça, c'est une technique aussi, d'attendre que ça passe. Ça finira par passer. Votre esprit, il va un peu somnoler un petit peu, et après, voilà. Pas 2 heures, non, en général, c'est plus court que ça. Et il y a une autre technique, où là, vous oubliez un peu votre objet d'observation, votre objet de méditation, observation, méditation, concentration, pareil. Votre objet de concentration, vous l'oubliez, et vous pensez à quelque chose qui va vous donner de l'élan. Par exemple, on verra ça demain, justement, ça sera la bonne transition. Vous pensez à votre existence humaine, par exemple, à tout ce qui est bien, tout ce que vous êtes bien dans votre vie, quelque chose, toute la chance que vous avez, les bonnes conditions favorables qui sont à votre disposition, ou quelque chose qui vous dynamise un petit peu dans l'esprit. Donc là, vous laissez tomber votre méditation, qui vous dynamise, qui dynamise l'esprit. Là, ça peut être une petite méditation analytique sur quelque chose qui vous donne de la joie. Quelque chose qui vous donne de la joie. Parce qu'en fait, c'est le manque de joie qui vous emmène à dormir comme ça. Donc, vous essayez de penser à quelque chose qui vous donne de la joie. Ça va être une distraction pendant ce temps-là, pendant cette minute-là, ou ces 2 minutes ou 3 minutes à laquelle vous allez penser à ça, ça va être une distraction. Mais votre esprit va être plus gai, plus joyeux. Et donc, après, vous pourrez reprendre votre méditation. Hein, c'est utiliser un peu différentes techniques comme ça pour... faut pas oublier que tout ça, c'est impermanent, hein, tout ce qui se passe par l'esprit. C'est pas parce que vous êtes bien concentré à un moment donné que ça va rester comme ça. Ça va, au contraire, ça va évoluer. Sauf si vous avez, bien sûr, à les échiner, mais c'est pas le cas. Au début, ça va bouger. Donc, cet état de torpeur, de somnolence que vous ressentez, il va pas durer. Hein. C'est votre esprit qui est comme ça pour l'instant, et il va... Donc là aussi, il faut rester très souple. Il faut rester très souple et ne pas s'en faire. Surtout penser que c'est temporaire. Ça signifie qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la méditation, cet état de somnolence s'en va. J'aimerais bien. Non, ça ne va pas forcément. Ça dépend des heures de la journée, ça dépend de la fatigue, ça dépend de ce qu'on a mangé, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend. On est toujours confronté à ça. Sauf si on a atteint le haut niveau de Shiné, où vous êtes au 9e stade, ça, vous ne l'avez plus. Calme mental. Excusez-moi, j'utilise le jargon tibéto-bouddhiste. Shiné, ça veut dire, Shiné, je l'emploie souvent parce que c'est le terme qu'on a à peu près l'habitude d'utiliser dans le jargon, ça veut dire calme, ça ne veut pas dire calme mental, étymologiquement ou littéralement, ça veut dire calme continu. Calme continu. Alors, si pendant une méditation, oui. on n'a plus aucun objet, on n'a plus rien, Ah ben, non. on n'arrive plus à penser qu'on est juste là, dans un calme dans la tête, où il n'y a plus d'objet, de sujet. Alors, soit
vous êtes à un niveau très très élevé, et là, vous avez peut-être réalisé la vacuité, je ne sais pas, soit vous avez perdu l'objet de méditation. Parce que tout à l'heure, pendant la méditation, je n'osais pas vous poser la question. À un moment, Oui, prenez le micro. Parce que sur Zoom, ils ne vous entendent pas, malheureusement. Ouais. Est-ce qu'il est possible, si vous voulez, on a un sujet tout à l'heure, bon, je prends mon exemple, mais bon, c'est pas bien de parler de soi, mais à un moment, moi, je n'avais plus de, comment dire, mon esprit était vide. Je ne dormais pas, je n'avais pas sommeil, j'étais bien. Ouais. Mais Mais- je n'avais plus rien à penser, en quelque sorte. Vous n'aviez plus d'objet de méditation. Oui, mais je n'étais pas frustrée. C'est déjà pas mal. Voilà, mais je me disais, mais j'ai Mais- bien là, tout à l'heure, là. Il faut garder l'objet de méditation. Oui, je suis d'accord, mais si... Sinon, vous revenez sur l'objet de méditation. D'accord. En gardant ce calme mental dans lequel vous êtes, où vous vous sentez bien, eh bien, vous revenez sur l'objet de D'accord. méditation, très tranquillement. Là, vous l'avez perdu. Vous êtes dans un état un peu de somnolence. Non, j'étais vraiment, j'avais les yeux ouverts, j'étais vraiment... ouais, D'accord. non, je ne dormais pas. D'ailleurs, ce qui m'a surpris, parce que je me suis dit, mais... Voilà. Je ne dors pas. Non. Quand je dis dormir, on n'est pas en train de somnoler. Oui, Ouais, d'accord. non, plus rien. D'accord. Blanc. Ouais, c'est tout blanc. Mais il faut revenir sur l'objet à ce moment-là. Parce que sinon, on peut rester dans cet état-là, mais c'est un état un peu neutre, Oui, qui n'est pas voilà. très positif. Hein. Voilà, ouais. Ouais, Ça n'apporte rien. ça apporte rien. Ok. Les Tibétains, ils plaisantent avec ça, avec cet état-là. Ils disent, bah, finalement, c'est comme une vache dans un pré, quoi. Ouais, voilà. Excusez-moi. Hein. Oui, non, c'est bon. L'image est jolie. Il ne faut pas rester dans cet état-là, Oui, parce que non, ça mais n'apporte je rien. revenais, si vous voulez, mais j'avais l'impression que j'avais plus... voilà, ouais. Mais déjà, c'est pas mal. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. C'est pas une méditation, disons. C'est un état de détente. C'est détendu. Voilà. Je peux poser une question? Oui. Est-ce qu'on a le droit de choisir la lumière comme objet de méditation? Prenez plutôt l'esprit. Oui. Ça, parce que je pars très bien avec la lumière. Enfin, j'ai l'impression de bien méditer avec la lumière. Mais à ce moment-là, prenez plutôt l'esprit. C'est-à-dire que, au lieu de. Alors là, ça va peut-être vous compliquer un peu les choses. Au lieu de prendre comme objet un objet extérieur, prenez comme objet le sujet. Comprends? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il médite? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il observe? Et là, ça va devenir. Peut-être vous allez vous concentrer plus sur la lumière. C'est on peut prendre le sujet comme objet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire l'esprit qui médite. Ça fait partie aussi de ce genre de méditation qu'on est en train de faire, là, sur la stabilisation. On n'est pas obligé de prendre un objet ou une représentation mentale. On peut très bien prendre aussi l'esprit comme objet. C'est plus difficile parce que c'est sans forme. Hein. C'est complètement informel, l'esprit. Donc c'est plus difficile. Ça ne m'est pas arrivé ici, mais quand je faisais de la sophrologie, ils nous amènent dans des paysages et moi j'allais toujours dans la lumière. Elle pouvait me donner n'importe quelle... C'est l'aspect lumineux de l'esprit, oui. Ça fait partie de ses qualités, justement. Je sais pas. Pour moi, je l'élimine. Et si vous arrivez à rester dans la lumière, dans cette qualité de lumière tout le temps, sans en partir, sans que votre esprit quitte son objet de Je suis méditation. bien. Quand je suis là-dedans, je suis bien. Très bien. Très bien. Bien, mais on va dédier l'énergie positive que l'on a. Ah, pardon, oui. Moi, j'ai le souvenir que dans Chiné, on est vraiment... En Chiné, voilà, c'est ça. Calme mental, oui. Oui. Merci. Oui. On est principalement sur des méditations stabilisatrices. Est-ce que ça veut dire... Voilà. C'est ça. Et du coup, est-ce que ça veut dire que c'est un préalable avant d'aller vers des méditations analytiques ou des C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est pas un préalable, c'est complémentaire avec les méditations analytiques. On doit travailler les deux. Et essayer, ce qu'on essaiera de faire demain, d'associer les deux. Hein? Il faut travailler sur les deux. Et les deux sont complémentaires. Elles sont différentes, mais complémentaires.
Hein, Dans ouais. le bouddhisme tibétain, il n'y a pas l'équivalent en fait de Shiné, méditation analytique, méditation stabilisatrice. Si, Shiné, c'est une méditation stabilisatrice. Il n'y a, Ouais. a pas un équivalent pour la méditation analytique, par exemple, Ben, avec d'autres enseignements et d'autres programmes. je comprends pas bien. Là, je comprends pas bien. C'est peut-être L'équivalent, ça serait faculté qu'on a, enfin que j'ai à classifier. la méditation stabilisatrice va vous aider, à un moment donné de la méditation analytique, à rester concentré sur l'objet de votre méditation analytique. Oui. Et c'est en ça qu'elle va être complémentaire. Voilà. D'accord. Donc, elle va jouer un rôle, forcément. Ouais. Ça, c'est Il n'y a pas de programme pour la méditation analytique. de programme, c'est-à-dire. De la même manière qu'il y a un programme en fait pour la méditation stabilisatrice comme Shiné, il n'existe pas de programme Si. pour la. Si. Okay. Ça s'appelle la vision pénétrante ou supérieure, l'Aktong en tibétain. Okay. Si. Il y a ça. Il y a ça, tout à fait. Donc ce soir à 20h, si vous voulez, si vous êtes là, donc vous pouvez venir. On fera une méditation, on fera un rituel de purification lié à Vajrasattva, où justement ça élimine les perturbations mentales, ou ça purifie un petit peu l'esprit, ça le rend plus présent, en essayant d'éliminer ou de purifier des tendances négatives qu'on a cultivées depuis des temps sans commencement et qui nous empêchent. Pourquoi on n'arrive pas à se concentrer? C'est parce que ces tendances créent des pensées, et des pensées perturbatrices. Donc un des bienfaits de cette méditation, c'est à long terme, bien sûr, c'est de purifier notre esprit de tous ces voiles qui nous empêchent de voir directement la nature de notre esprit ou d'être plus à même de méditer, de nous concentrer. Parce qu'il y a des voiles, il y a des obstacles, quoi. Donc c'est une méditation qui permet d'éliminer ces obstacles, qui est recommandée de faire quand on peut. Donc on la fera ce soir à 20h. Elle sera aussi donc accessible sur Zoom, sur le lien des pratiques quotidiennes. Donc on va pas faire une dédicace en lisant du texte en tibétain, on va juste se concentrer pendant 1 minute et dédier toute cette énergie positive, très positive, que l'on a créée tous ensemble aujourd'hui pendant ces pratiques, ces réflexions, ces discussions, en essayant de se concentrer sur l'objet, sur notre objet, pour pouvoir donc, progressivement suivre cette voie donc bouddhiste qui va nous amener, espérons, le plus rapidement possible à l'éveil, pour être à même de vraiment être bénéfique à tous les êtres et à nous-mêmes y compris. Donc cette énergie, on la ressent par exemple au niveau du cœur, sous forme de lumière blanche, et on imagine que de notre cœur, elle rayonne et elle se répand dans tout notre corps, cette lumière blanche, qui est une énergie de sagesse, de compassion, d'amour, et élimine tous les obstacles à nos réalisations de la voie, et nous amène ainsi à l'état de Bouddha, puisque c'est notre nature même de devenir Bouddha. Donc on se reconnecte à cette nature de Bouddha qui est en nous, qui est notre être, et ensuite on visualise que tous ces rayons de lumière sortent par tous les pores de notre peau et vont dans toutes les directions pour toucher tous les êtres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur nationalité ou autre. Et tous ces êtres sont aussi imprégnés de cette lumière de sagesse et de compassion. Et eux aussi, donc, avancent à leur tour vers l'éveil jusqu'à le réaliser. Donc on partage ainsi tout ce qu'on a pu faire de positif avec tous les êtres. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve demain ou ce soir à 20h, ou sinon pour les autres, demain à 10h. Merci. Merci beaucoup.